vocation à être rentable. Par contre, on a voté un mode de financement qui fait que il y a des cliniques privées qui arrivent à dégager des bénéfices. Donc ça veut bien dire qu'il y a un mode de financement qui ne marche pas pour l'hôpital public, mais qui marche pour d'autres structures. En fait, c'est quelque chose qu'il faut changer structurellement. Et ce sont des choix politiques. C'est pas l'évolution d'un système comme ça, pragmatisme économique, c'est un choix politique. Rendez-vous avec, c'est le rendez-vous avec toute l'actualité politique, éco, sociale, culturelle et citoyenne. Une émission de Gilles Charles, présentée par Gilles Charles, animée par Gilles Charles. Tout Gilles Charles, en long et en large sur Droit Citoyen, le média libre et citoyen. Bienvenue, c'est Rendez-vous avec une nouvelle fois la politique. On est dans la dernière émission de cette première saison. Et on a la chance, j'ai même envie de dire l'honneur, de recevoir ce soir le député de la première circonscription de la Loire et également conseiller départemental, Régis Juanico. Bonsoir. Bonsoir Gilles. Bienvenue donc sur Droit Citoyen. Je rappelle qu'on est diffusé du lundi au vendredi à 19h15 sur la web radio et on est également sur tous les réseaux sociaux. Comme je dis, moi qui suis âgé, on est dans le modernisme, on est sur tout ce qui est Internet, tout ce qui est plateforme, enfin il y a les podcasts, on est partout. Alors, on va démarrer cette émission, bien entendu, avec la politique, mais j'ai envie de vous poser une seule question pour l'instant, c'est comment ça s'est passé ce confinement et est-ce que vous allez bien ? Oui, je vais bien. Alors, il faut savoir que j'ai été un peu confiné avant l'heure, dans la mesure où, comme vous le savez, j'ai été un des députés les plus actifs dans la bataille sur la réforme des retraites, la contre-réforme des retraites, qui était présentée par le gouvernement. Et donc, en fait, de début février jusqu'à début mars, j'ai vécu quasiment un mois, jour et nuit, week-end compris, en fait, en permanence à l'Assemblée nationale, que ce soit d'abord en commission, puis en séance publique, pour mener la bataille d'opposition à la contre-réforme des retraites du gouvernement. On a réussi, c'est-à-dire qu'on a repoussé, alors provisoirement, mais on a repoussé. Donc c'était utile ce travail que nous avons mené avec l'ensemble des groupes d'opposition de gauche, les Insoumis, les communistes, d'autres qui étaient aussi opposés à cette réforme des retraites. Dans l'hémicycle, ça a été un travail utile. Et puis, c'est grâce à la réforme des retraites que peut-être je me suis retrouvé pas malade du Covid-19. Comme vous le savez, l'Assemblée nationale a été, dès le début mars, ce qu'on appelle un cluster, un foyer d'infection, et en particulier la Commission des affaires culturelles et de l'éducation, c'est-à-dire là où je siège habituellement. Et cette semaine-là, j'étais en séance publique pour la dernière semaine, le 4 et le 5 mars, pour les dernières escarmouches, les dernières interventions contre la réforme. Et donc, je n'étais pas en commission des affaires culturelles, là où il y a eu une contamination, comme vous le savez, alors, du ministre de la Culture, Franck Riester, ça c'est connu, et puis aussi de nombreux députés de la commission, en particulier mes deux voisines dans mon groupe, socialiste et apparenté, c'est-à-dire Michel Victory, qui est député de l'Ardèche, et aussi Sylvie Tolmont, qui est députée de la Sarthe, qui ont été malades. Qui ont été malades pendant 15 jours, 3 semaines, assez sévèrement, et qui aujourd'hui encore, on va en reparler sur le Covid-19, ont des symptômes qui reviennent, des oppressions respiratoires, qui ont des difficultés parfois à respirer, une grande fatigue. Donc on voit quand même que ce n'est pas un virus anodin. Mais en tout cas, je dois à la réforme des retraites et à mon combat dans l'hémicycle le fait de ne pas avoir été contaminé, sans doute. La buvette a été un autre foyer de contamination, mais bon, cette semaine-là, même s'il y a beaucoup de serveurs qu'on a retrouvés la semaine dernière d'ailleurs à Paris, puisqu'on est de nouveau en présence physique à l'Assemblée nationale, là aussi, il y a eu beaucoup de serveurs qui ont été et de fonctionnaires qui ont été contaminés. Une centaine de personnes à l'Assemblée nationale, députés, collaborateurs. Et donc, je suis revenu immédiatement, le jeudi 5 mars, de Paris à Saint-Étienne. Et dès cette date-là, sur les conseils de l'Agence régionale de la santé de l'Île-de-France, ont été contactés par des médecins, par précaution, même si je n'avais pas de symptômes. Je me suis mis, je dirais, chez moi, tranquillement, plus d'activité sociale, c'est-à-dire plus de manifestations en extérieur, et cela jusqu'au premier tour des élections municipales où je suis allé bien évidemment voter. Donc j'étais déjà, je dirais, confiné avant le confinement officiel. Donc j'avais pris un petit peu d'avance, j'étais entraîné. Et après, je dirais que le mandat d'élu de député a complètement été bouleversé
par la crise sanitaire, puisque, comme vous le savez, d'abord, nous ne siégions plus dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale. Ça a repris que très progressivement, avec beaucoup de précautions. Ça avait été en plus un cluster et un foyer, donc on ne pouvait pas faire n'importe quoi. Et puis, progressivement, nous avons, dès les premiers jours, pris des habitudes en fait, de travailler par visioconférence, nos réunions de groupe, nos interpellations des ministres, des membres du gouvernement, beaucoup d'auditions, aussi dans le cadre de la commission des affaires culturelles. J'ai été chargé d'une mission très importante qui était la mesure de l'impact de la crise sanitaire sur la vie associative, sur notre tissu associatif et sur le sport, en particulier le sport amateur. Donc on a auditionné à peu près une soixantaine d'acteurs toutes les semaines par visioconférence pour bien mesurer et proposer un certain nombre de mesures de relance pour la vie associative et pour le sport. Et puis, bien évidemment, nous avions chaque jour des interpellations très directes de nos concitoyens. Alors, c'est plus des permanences physiques, comme on le fait dans nos bureaux habituellement. C'est plus des rendez-vous, comme on a l'habitude de le faire avec les acteurs de l'économie ou les acteurs de notre circonscription. Mais c'est des mails, c'est des messages. Les gens ont utilisé beaucoup Messenger, beaucoup le mail de l'Assemblée nationale. Et nous avons interpellé, nous avons fait remonter du terrain un certain nombre de préoccupations. Donc, nous avons beaucoup travaillé pendant cette période de confinement et ça va continuer. Je suis remonté 2 fois à Paris. 2 fois pour poser une question d'actualité au gouvernement. Une première sur le sport amateur, une deuxième sur le fonds d'indemnisation pour les victimes les plus graves du Covid. Et là, je suis en train de préparer, toujours en visioconférence, 2 rapports parlementaires pour le 15 juillet et le 23 juillet. Le premier rapport sera sur une évaluation d'une loi sur le sport, la loi Braillard du 1er mars 2017. Et le deuxième rapport que nous allons rendre fin juillet avec ma collègue Nathalie Sarle, députée du Rouennais, qui est en marche, au sein du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques, concerne Parcoursup et l'évaluation de l'accès à l'enseignement supérieur, la loi dite orientation et réussite des étudiants. Juste une question technique qui me vient. Vous parlez de visioconférence en tant que député, en tant qu'Assemblée nationale. Oui. Est-ce que là, c'est des moyens de communication qui sont sécurisés? Parce que c'est quand même de l'importance, non? Non, pas du tout. D'ailleurs, vous savez que on utilise beaucoup Zoom à l'Assemblée nationale. Bon, il a été dit pendant cette période où Zoom a été une application beaucoup utilisée, que ce n'était pas un moyen sûr et fiable, en particulier pour se prémunir. Surtout quand on est au sommet de l'État, un peu. C'est quand même tout à fait. Voilà, donc il nous arrive d'utiliser Teams, qui est une solution beaucoup plus sécurisée. Et puis voilà, mais je ne vais pas faire la promotion d'un certain nombre de. C'est la question qui me venait. Je me suis dit, c'est pas tellement sécurisé. L'Assemblée nationale n'était pas du tout préparée à fonctionner de façon numérique et à distance, comme beaucoup de secteurs d'activité. Je crois que c'est une des leçons qu'on va tirer. La digitalisation a des avantages quand même. Vous économisez quand même beaucoup d'argent public en ne faisant pas monter, par exemple, pour des auditions ou des rendez-vous physiques à Paris, des Français qui sont aux 4 coins de l'Hexagone, d'accord, par exemple. Donc ça, c'est quand même une solution intéressante. Mais en même temps, quand vous êtes à distance, vous n'êtes pas en présence physique et donc je dirais qu'il y a quelque chose qui passe pas non plus. Voilà. On préfère être en. On a fait une émission en Zoom, nous aussi ici, et c'est bizarre à faire. Voilà. Y compris à l'Assemblée nationale, la joute, la confrontation des idées fait partie intégrante il y a aussi, de la dimension physique. Je pense qu'il y a tout un côté off aussi. Oui, bien sûr. On parle beaucoup. Alors c'est pas la machine à café, mais c'est autour d'un café. Bien évidemment, même si là ça a été plus compliqué ces dernières semaines. Et vous l'avez vu cette semaine, les députés avaient des masques dans l'hémicycle, puisqu'on ne peut pas respecter, si on est côte à côte, les distances physiques réglementaires. J'ai envie de vous dire, il faut donner l'exemple aussi. Oui, il faut donner l'exemple, et puis de toute façon, il faut aussi se remettre au travail. Donc, bien évidemment, classiquement, on a continué à travailler, comme je vous l'ai dit. Il y a beaucoup de choses qui ont été votées, et puis on va travailler tout le mois de juillet pour prendre des mesures supplémentaires de sortie de crise. Avant de revenir sur ce confinement qui a duré plusieurs semaines, moi, je voulais un peu savoir, vous l'avez évoqué au départ, comment c'est la vie d'un député quand on reste quasiment 24 heures sur 24 à l'Assemblée et même à Paris? C'est très étrange. Est-ce que c'est une vie c'est jamais vu. En 15 ans, en 13 ans ou 14 ans de mandat de député, moi, je n'avais jamais vécu cela. 2 choses. D'abord, on monte à Paris chaque semaine. Donc ça, c'est un rituel. Voilà, on prend le TGV. 2-3 jours par semaine. Le lundi ou le mardi, on revient. Le mercredi ou le jeudi. Donc, ces allers-retours
font partie intégrante de notre mandat parlementaire. Aller à Paris. Là, c'est 2 mois et demi, constamment chez soi. Non, mais moi, Même je parlais le mois avant que vous avez voté la retraite, là, reculer la retraite. Oui. Comment ça se passe, la vie, quand on en est constamment à l'Assemblée nationale? Ah ben c'est la sédentarité la pire qui soit. C'est-à-dire que vous êtes assis à votre chaise devant votre bureau en commission ou dans l'hémicycle de 9h à 13h, puis de 15h à 20h, puis de 21h à minuit. J'ai envie de vous dire, c'est l'usine. Avec les coupures, repas bien évidemment. Alors c'est pas de l'abattage démocratique. Évidemment, nous, notre rôle, ça consistait à ce que ça dure le plus longtemps possible. Et on avait des amendements. Les amendements. Bien évidemment, on a mené une belle bataille politique. Mais là, il y avait un beau sujet. Hein. Les retraites, ça concerne tout le monde. Tous les Français, toutes les Françaises. Et là, on dort à l'Assemblée? On dort à l'Assemblée. Il y a une résidence. Il y a des bureaux avec des chambres pour les députés. Je reste dans le détail. Mais et les repas, ça se passe comment? Il y a un restaurant, il y a une cafette. Voilà, les restaurants parlementaires, des cafétérias, la buvette parlementaire, là où il y a eu pas mal de cas d'infection, à partir du 4 et 5 mars. Donc voilà, ce qui était nouveau, ce qu'on n'avait jamais connu auparavant, c'est que on avait les week-ends compris. C'est-à-dire le samedi et le dimanche en continu. C'est vrai qu'on a gagné un tout petit peu en organisation des débats, puisque maintenant, les débats s'arrêtent à minuit, le soir. D'habitude, on pouvait aller beaucoup plus loin. Hein. Dans le passé, il m'est arrivé de faire des séances jusqu'à 3h, 4h du matin, pour le mariage pour tous en particulier. Là, ça s'arrête à minuit, mais il y avait le week-end où on siégeait en permanence. Voilà, donc ça, c'est un grand changement, ne plus aller à Paris. Et le deuxième grand changement, moi, je suis très attaché au fait que le mandat de parlementaire, c'est un mandat ancré sur le terrain. J'ai écrit un livre sur ce sujet qui s'appelle Engagement. Que j'ai lu. Voilà, plaidoyer pour le beau mandat de député, où je le dis, ce qui est important, c'est d'être ancré dans son territoire. Et donc, le vendredi, le samedi, le dimanche, nous avons toute une série de manifestations communales, associatives, au contact de la population, des habitants, des électeurs. Et c'est ça qui manque le plus quand on est confiné. Aujourd'hui, la vie associative est réduite à néant. Il n'y a plus rien. C'est-à-dire, même, y compris maintenant, ça repart très, très, très lentement. Et même ces week-ends que nous avons là, alors que nous sommes en plein déconfinement, il n'y a plus aucune manifestation associative qui est programmée. Donc, pour un député, c'est un changement radical dans l'organisation de sa semaine et notamment de son week-end. Est-ce que, justement, on voit les choses d'une façon différente? On aborde peut-être son rôle différemment? Moi, je pense comme tout Français, je sais que les liens se sont resserrés aussi dans les familles. Parfois, qui se sont retrouvés, qui n'ont pas l'occasion de se voir souvent, c'est le cas, hein, je pense notamment de beaucoup d'élus qui sont très engagés et qui voient très peu leurs enfants, leur famille, ça c'est très important, leur épouse. Et donc, c'est vrai que c'est un moment qui a été important. Jean-Claude Tissot m'en parlait encore la semaine dernière. C'est la première fois qu'il revoyait, par exemple, ces 2 garçons qui ont un peu plus de 20 ans, mais qui sont à Lyon, hein, mais qu'il voit quasiment jamais. Donc là, pendant 2 mois, ils se sont retrouvés. Donc, c'est très important. C'est un peu ce qu'on a entendu de tous les invités. Ils ont retrouvé un peu, on est revenu aux sources avec la famille, quoi. Oui, c'est ça. Et puis aux valeurs et aux gestes, je dirais aussi, les plus basiques. Alors, il y a beaucoup de sujets dans la campagne actuelle. Il y a beaucoup de choses, parce que les municipales, ça a lieu dimanche, que vous êtes dernier sur la liste de Pierre Courbon. Il y a le Covid aussi. Oui, bien sûr. On a reçu aussi tout à l'heure Olivier Longeon, donc on va parler longuement des municipales. Mais pour revenir sur la politique nationale, vous avez parlé des retraites. Oui. Vous êtes dans les bruits de couloir un peu moins, puisque vous travaillez de chez vous, mais on parle beaucoup de remaniement. Est-ce que vous, qui êtes un député d'opposition, est-ce que vous pensez qu'il va y avoir un nouveau gouvernement? Est-ce que ça va influencer sur une nouvelle politique ou on est parti pour continuer? Oui, traditionnellement, il y a des remaniements gouvernementaux après les élections municipales ou les élections intermédiaires. Est-ce que ça concernera directement le Premier ministre ou pas? Il a dit que même s'il était élu maire, il pourrait rester à Matignon. Bon, après tout, pourquoi pas? Mais il va y avoir des changements, bien sûr. Et ce gouvernement ne sort pas indemne, bien évidemment, de la crise que nous avons connue pendant 3 mois. Vous le savez, moi je suis particulièrement critique sur la gestion de la crise sanitaire par ce gouvernement. Il y a d'ailleurs 2 commissions d'enquête qui viennent de démarrer leurs travaux, leurs auditions, une à l'Assemblée nationale et une au Sénat, et qui seront chargées d'établir les responsabilités politiques. Pourquoi il n'y a pas eu de plan d'anticipation? Pourquoi on n'a pas eu les masques en temps et en heure? Pourquoi on n'avait pas anticipé le dépistage massif et systématique de la population? Pourquoi un certain nombre de blouses,
de matériel de protection ont manqué, notamment pour les soignants, c'est-à-dire ceux qui étaient en première ligne. Bon, toutes ces questions-là. Qui va les donner, les réponses? Eh bien, les commissions d'enquête, puisque là, c'est le Parlement, c'est son rôle, contrôler l'action du gouvernement. C'est pas au gouvernement de s'auto-contrôler, ça n'existe pas. Ça. C'est la Constitution. Deuxièmement, donc ça, on aura les résultats dans 3-4 mois. Deuxièmement, vous savez qu'il y a un certain nombre de citoyens malades de la Covid-19 ont décidé de se constituer en procédure judiciaire avec des avocats pour, tout simplement, au pénal et au civil, attaquer l'État pour, bien évidemment, son absence de décision sur un certain nombre de sujets que je viens d'évoquer. C'est des procédures très longues, en justice en général. Donc là, c'est la Cour de justice de la République qui est saisie, et puis d'autres juridictions. Mais ça va prendre beaucoup de temps, on le sait. Et puis, il y a une troisième voie que nous avons souhaité porter depuis le 20 avril, et une lettre, un courrier qu'on a adressé au Premier ministre, Édouard Philippe, avec mon collègue député du Nord, Christian Hutin, qui est dans mon groupe socialiste et apparenté. Moi, je suis député Génération, il est député chevènementiste, donc nous sommes deux apparentés. C'est un spécialiste de l'amiante, question que nous connaissons beaucoup ici, bien évidemment, mais dans une région industrielle, ouvrière, qui a connu ces questions notamment d'indemnisation des victimes de l'amiante. Et nous avons souhaité écrire au Premier ministre pour lui demander la création d'un fonds d'indemnisation pour les victimes les plus graves de la Covid-19, donc du coronavirus. Et là, vous avez ceux qui ont eu des séquelles de temporaires et définitives. Oui, parce que Olivier Véran, devant l'Assemblée nationale, répondant à la question d'un de mes collègues députés, avait déclaré fin avril « Nous reconnaîtrons de façon automatique, systématique, en maladie professionnelle, les personnels soignants qui sont malades. » Donc reconnaissance automatique pour les soignants, ce qui est très bien. On les applaudit tous les soirs à 20h. Il était normal qu'il y ait une reconnaissance de la nation du fait qu'ils ont été en première ligne. Mais c'est très bien, mais c'est insuffisant. Ce que nous disons, nous, c'est qu'il y a eu aussi des malades qui ont été atteints par le SARS-CoV-2, qui peuvent être des personnels de santé non soignants. Je pense par exemple à l'agent de propreté à l'hôpital, qui peut avoir contracté la Covid-19. Ça peut être aussi d'autres travailleurs, d'autres catégories professionnelles qui ont été soit en première ligne, soit en deuxième ligne. On les a souvent cités en exemple. Les éboueurs, les livreurs, bien évidemment les hôtesses de caisse, dans les grands magasins, les enseignants, bien évidemment, qui ont assuré la classe pour les familles des personnels soignants, les résidents en EHPAD, tout simplement. Personnel. Les bénévoles associatifs, alors ceux qui sont venus prêter main forte avec la réserve sanitaire à l'hôpital ou au système de santé, ou dans les EHPAD, mais les bénévoles aussi qui ont assuré la continuité des missions des associations de solidarité. Les banques alimentaires, s'il n'y avait pas eu un certain nombre d'actifs qui sont venus remplacer les bénévoles seniors, on n'aurait pas pu venir en aide aux personnes les plus démunies pendant cette crise. Le Secours populaire français, les Restos du Cœur, vous voyez ? Beaucoup de gens qui ont fait le portage de Les repas. bénévoles, je rajoute, les bénévoles, les résidents en EHPAD, puisque 90% aujourd'hui des victimes des décès de la Covid-19 sont des plus de 65 ans, ce sont des retraités, donc là, ce n'est pas des travailleurs, ce n'est pas la maladie professionnelle qui permet cette reconnaissance. Et puis ceux qui ont tenu les bureaux de vote, Gilles Charles, les élus, les personnels administratifs, les assesseurs, les présidents, on sait qu'il y a eu de nombreux cas. Des cas de contraction du virus à ce moment-là. Donc le système que prévoit le gouvernement, c'est reconnaissance automatique pour les personnels soignants, très bien, puis reconnaissance éventuelle au bout d'une procédure très longue, incertaine, complexe de reconnaissance pour les autres catégories de travailleurs, et notamment les travailleurs de première ligne qui sont montés au front ou de seconde ligne, n'est pas satisfaisant. Parce que justement, on oublie beaucoup de ces victimes graves qui ont des séquelles, on le voit, qui sont en train de durer, et qui sont des séquelles qui donnent de l'incapacité à la vie personnelle, à la vie familiale, mais aussi à la vie professionnelle, et qui donc peuvent très bien déboucher sur une privation d'emploi. Donc il faut une réparation spécifique. C'est ce que permet le fonds d'indemnisation, et on l'a voulu sur le modèle de celui de l'amiante, effectivement. Donc on a une fin de non-recevoir pour le moment du gouvernement, mais nous ne baissons pas les bras. Le texte est au Sénat jeudi, cette semaine. Et puis, nous allons continuer à nous battre avec Christian Hutin,
avec les associations de victimes comme Corona Victimes, avec la FNAT, qui a son siège national ici à Saint-Étienne, qui nous soutient, la Fédération nationale des accidentés du travail et du handicap, l'ANDEVA, l'Association nationale des victimes de l'amiante, et puis les syndicats de salariés qui soutiennent cette idée de fonds d'indemnisation, c'est-à-dire le fait que l'État reconnaît sa faute, sa responsabilité, et elle met une solidarité nationale financière pour tout simplement réparer les préjudices subis, tous les préjudices subis par les malades graves de la Covid-19. Dans le confinement, j'ai vu passer énormément de lettres ouvertes du député Juanico. Comment ça se passe, toutes ces lettres que vous avez signées dans toutes ces tribunes? On vous sollicite? C'est vous qui êtes à l'origine? Comment ça se passe? Bien sûr. Un rôle essentiel du député, et donc d'un groupe aussi de députés à l'Assemblée nationale, c'est de faire remonter les infos du terrain. Les primes exceptionnelles pour les agents de la fonction publique territoriale. Très tôt, sur les EHPAD, nous avons eu les cris d'alarme de famille sur ce qui se passait au sein des EHPAD. On a pu l'écrire. Et donc, alerter le gouvernement sur ce qui se passait. Les primes pour les aides à domicile ou les auxiliaires de vie qui ont été oubliés à un moment donné, par exemple. Se mobiliser pour ça. Se mobiliser pour qu'on puisse produire en France soit de la chloroquine, même si c'est un sujet qui a fait débat, mais par exemple Luxfer, dans le Puy-de-Dôme, par rapport à tout ce qui est la production aussi d'oxygène, de bouteilles d'oxygène pour les malades à l'hôpital. Donc toutes ces questions-là, effectivement, on s'est mobilisé sur ces questions-là, sur les masques, bien évidemment, la production de masques, la baisse de la TVA sur les masques, les questions tout simplement pratiques, mais aussi toutes les questions que nous faisaient remonter les secteurs d'activité qui étaient les plus touchés, notamment au début de la crise, les restaurateurs, l'événementiel, les travaux publics. Donc tout cela fait l'objet de courriers. Alors, je ne dis pas qu'on a des réponses très vite et systématiquement, mais en tout cas, c'est notre capacité à interpeller le gouvernement, les pouvoirs publics de façon plus générale, l'opinion publique et nos concitoyens, à travers ce que nous font remonter les gens qui ont vécu cette crise-là directement. Avant de revenir sur le sport amateur, j'ai une question qui revient. Là, on a parlé des gens qui vont attaquer le gouvernement pour la crise du Covid. On a regardé un peu tout ce qui s'est passé en Europe. Est-ce qu'on a été si mauvais ou est-ce qu'on aurait pu faire mieux? Et comment vous jugez ça, vous, de votre point de vue personnel? On va tirer le bilan quand cela sera le moment. Il faut faire très attention. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien qu'il y a tout à fait une possibilité d'une deuxième vague possible. Ce que nous avions nous-mêmes écrit avec mon collègue sénateur Jean-Jacques Lozach sur la question du report des Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo, quelques jours avant que la décision soit prise, en disant il peut y avoir un foyer d'infection très important en Amérique du Sud, en Afrique. Ça n'a pas été le cas en Afrique pour le moment. C'est le cas en Amérique du Sud. Ah ouais, donc c'est pas la température alors. C'est l'hiver là-bas, mais c'est surtout les questions de densité, de pauvreté, qui font qu'au Brésil, par exemple, et on a une si je dis pas de bêtises, j'ai vu qu'en Afrique, il y a une population très jeune aussi. Ça jouera aussi là-dessus. Très jeune, voilà, avec des facteurs immunitaires qui sont notamment ceux traditionnellement déclenchés pour, par exemple, le paludisme. Bon. Donc on voit qu'il y a une résistance. Mais par contre, qu'en Amérique du Sud, c'est un foyer très important aujourd'hui de possibles poursuites de contamination, de pandémie mondiale, et peut-être à la rentrée, en octobre, on ne sait pas, de retour en Europe. Donc il faut être extrêmement prudent par rapport à cela, et bien évidemment, se prémunir, et notamment se préparer, si jamais il doit y avoir une deuxième vague. Là, c'est vrai qu'on a l'impression que le déconfinement libère un petit peu toute l'énergie. J'ai l'impression qu'on part dans du n'importe quoi un peu, mais bon. Voilà. Quand on a des députés, est-ce qu'on a des informations que le public ou le citoyen lambda n'a pas? Non, parce qu'en général, tout est dans les médias quasiment de façon instantanée. Toutes les auditions que nous avons pu mener, que ce soit le conseil scientifique, que ce soit l'interpellation du gouvernement très directement, sont diffusées de façon en direct. Tout ça est public. Après, bien évidemment, vous ne pouvez pas empêcher les réseaux sociaux et certains réseaux, dans ces réseaux sociaux-là, de déformer la réalité, d'être dans le complotisme. Bon, et ça, c'est très compliqué de lutter contre ces fausses informations qui circulent, et il y en a eu beaucoup pendant cette crise sanitaire. En janvier, février, on sentait quelque chose de pas bon qui arrivait, et on a l'impression que l'État n'a pas vraiment bouché. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez eu des infos? On était sûr que c'était en Chine, c'était très loin, que ça ne viendrait pas jusqu'à chez nous.
Qu'est-ce qui s'est réellement passé? On va décrypter la chaîne de responsabilité, la chronologie des faits. Ce qui est gênant, c'est qu'Agnès Buzyn a reconnu quand même qu'elle était informée depuis de longues semaines, qu'elle avait informé le gouvernement, le Premier ministre, le chef de l'État, qu'elle-même se disait que tenir des élections municipales était une folie. Bon, donc voilà, il y a des choses à revoir, et notamment dans l'organisation de notre système de santé, dans sa capacité à pouvoir réagir dans ces crises qui sont extrêmement violentes. Et bien évidemment, plus de 30 000 décès aujourd'hui, près de 150 000 personnes qui ont été malades, 100 000 hospitalisations. Et parmi ces 100 000 hospitalisations, ce que j'indiquais tout à l'heure, à peu près 20, 30 000, peut-être plus, sans doute 40 000 aujourd'hui malades, avec des séquelles assez graves. Quand vous avez été intubé dans un service de réanimation ou sous respirateur artificiel, vous avez des séquelles importantes. Ça doit vous faire bondir quand vous lisez que le CHU va supprimer des lits? Ce qui m'a fait bondir, en fait, c'est d'abord, c'est tirer le chapeau à tous les personnels du CHU, tous les personnels, soignants, non soignants, tous ceux qui participent, bien évidemment, aux soins au quotidien. Et puis, on a été exemplaire au CHU de Saint-Étienne parce qu'on a mené des actions dans le cadre de la Covid-19 sur le vaccin, sur les traitements, avec des équipes de recherche qui étaient au niveau international, avec l'essai Discovery, par exemple, mais aussi en partenariat avec l'École des Mines sur la filtration des masques. Donc, on voit qu'on a un CHU qui est à la pointe, finalement, aujourd'hui, de la recherche scientifique. Il y a des équipes médicales extrêmement performantes. Et notre crainte, effectivement, c'est de perdre le U de CHU. Il faut qu'on ait une université pleine, on va en reparler, qui soit adossée au centre hospitalier pour avoir une autonomie. Et donc ça, c'est déjà le premier point sur lequel il faut absolument préserver notre CHU à Saint-Étienne. Par contre, ce qui est très étonnant, c'est que dès les premiers jours après, je dirais, le pic de l'épidémie, et le fait que les salles de soins, de réanimation, d'urgence aient été moins occupées, on a eu, de la part de la direction du CHU, effectivement, l'organisation d'un plan avec des réorganisations de lits qui a été menée sans concertation. Donc, comme si on n'avait tiré aucune leçon aujourd'hui de ce qui s'était passé. Les Français réclamaient plus de soignants, plus de lits, un meilleur système de santé, moins de tarification, je dirais, à l'activité et en fonction de la rentabilité des services. Et on avait l'impression qu'aucune leçon avait été tirée et qu'on a, même si ce plan de réorganisation n'aboutissait pas forcément à la fermeture de lits, mais les fermetures de lits avaient eu lieu avant. Donc ça provoquait la colère de plusieurs centaines de personnels soignants. Et moi, j'étais à leur côté, bien évidemment, parce que ce sont des méthodes qui ne sont plus acceptables. Il faut aujourd'hui des gouvernances qui soient partagées, la concertation, la communication. Les gens ne supportent plus que tout descende et qu'on leur annonce finalement des réorganisations alors qu'ils sortaient de 2-3 mois de mobilisation non-stop, très fatigués et avec une action exemplaire. On gère les hôpitaux comme des entreprises, on fait passer l'économie avant tout. Est-ce que les services publics, en 2020, ils doivent être rentables? Ou alors on peut se dire, il y a des services qu'on est obligé d'assurer. De moi, il y a des endroits où on est obligé d'être. Est-ce qu'il y a des services où on est obligé de perdre de l'argent et d'équilibrer peut-être avec autre chose? Mais en gros, est-ce que les services publics doivent être rentables? Non, ils ne doivent pas être rentables. Aujourd'hui, on a vu l'exemplarité et l'utilité des services publics et surtout des fonctionnaires et des agents publics qui les servent, que ce soit les services publics de santé, l'école, l'éducation. On a vu une mobilisation exemplaire des enseignants pour l'enseignement à distance, mais aussi pour le présentiel, pour les classes qui étaient maintenues, pour la continuité pédagogique, et ça se termine là dans 15 jours avant les vacances scolaires, donc mobilisation exemplaire. On l'a vu sur le service public de l'emploi, il faut voir la vague considérable aujourd'hui de nouveaux chômeurs que va engendrer la crise économique et les situations de pauvreté, les situations de précarité. Donc on va avoir besoin, plus que jamais, de services publics forts, d'un État fort, et on le voit aussi qu'il soit capable de remettre la main sur un certain nombre de productions qui ont été envoyées à l'étranger. J'allais dire, en tant que député, là aussi, ça ne vous fait pas bondir qu'on n'est même pas capable d'avoir des masques en Europe? Oui, ou même du paracétamol. Donc, et de le produire
Et qu'est-ce qu'on peut sur faire notre sol, sur quand notre on est un territoire. député? Quel est le pouvoir qu'on On a? voit qu'il y a un certain nombre d'entreprises. Alors, on a parlé de Famar, de Luxfer, on a parlé d'un certain nombre d'entreprises aussi dans le nord de la France qui étaient en situation de liquidation judiciaire, en situation de reprise. Bon, bah, là, ça vaut le coup pour l'État de se dire, voilà, je mets la main, même si c'est provisoirement, sur une entreprise, je la rends publique, mais pour pouvoir contrôler sa production et pour pouvoir assurer une autonomie. J'ai envie de vous dire, après 2 mois de Covid, on a envie de plus de gauche. Alors, bien évidemment, la gauche défend le service public, elle défend bien évidemment aussi la fonction publique, les fonctionnaires. Mais je crois que c'est important qu'effectivement, nous puissions remettre avec la question de la transition écologique, avec la question aussi de la démocratie. Il y a un besoin fort aussi de concertation, que les décisions ne tombent pas d'en haut, que ce ne soient pas des décisions autoritaires, je crois. On a besoin de mener ces transitions-là de façon commune, simultanée. L'écologie, aller vers plus d'écologie, le social, aujourd'hui, on a vu avec le revenu universel, qui est un débat qui revenait beaucoup, de façon à assurer un revenu décent aujourd'hui à des catégories de population, mais aussi la démocratie. On a besoin, notamment dans les périodes de crise, bien de pouvoir emporter l'adhésion de nos concitoyens, et ça passe par beaucoup plus bien évidemment de modes de décision qui ne soient pas descendants, mais bien ascendants. Vous l'avez évoqué, l'université. Quel est le danger de disparaître, de fusionner, que Lyon prenne la main sur Saint-Étienne? Il est très fort. C'est l'exemple même d'un projet qui a été mené en catimini, dans les sphères, dans les conseils d'administration uniquement des établissements d'enseignement supérieur concernés. Lyon 1, Lyon 3, l'école normale supérieure à Lyon, qui forme un bloc. Mais on a perdu en route Lyon 2, on a perdu en route l'INSA, déjà, dans le projet initial, et la fusion programmée avec Saint-Étienne, qu'on a découvert très tard, parce que tout ça s'est fait un petit peu dans l'entre-soi du monde universitaire. Heureusement qu'il y a eu un certain nombre d'alertes. Alors, Pierrick Courbon, depuis très longtemps, que ce soit au département ou au conseil municipal, avait alerté. Maurice Vincent, l'ancien président de l'université Jean Monnet, qui connaît bien ces affaires-là. Patrice Queneau, que vous avez reçu, le doyen, l'ex-doyen de la faculté de médecine, là aussi, qui dit on va perdre complètement notre identité, notre spécificité, le fait que nous soyons à taille humaine, mais avec vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, des pôles d'excellence remarquables identifiés à Saint-Étienne, qui seraient dilués dans l'ensemble de l'université lyonnaise, qui est un mastodonte. Donc tout ça s'est fait un petit peu dans le dos des décideurs et des pouvoirs publics et des collectivités. Or, on ne peut pas avoir une université à Saint-Étienne, qui est une université de taille moyenne, mais quand même, plus de 20 000 étudiants, mais qui est pluridisciplinaire, qui offre quand même un panel de formation qui est très très complet, qui travaille bien avec les écoles d'ingénieurs, mais aussi l'école des mines, avec Télécom, et aussi avec son CHU, avec son pôle. Et un peu le tissu industriel aussi. Son pôle d'excellence, et un tissu industriel avec un taux d'insertion professionnelle qui est extrêmement bon pour les étudiants qui sortent de l'université Jean Monnet. L'université Jean Monnet, c'est pas que Saint-Étienne, c'est Roanne, c'est son IUT, c'est ses formations aussi d'enseignement supérieur, c'est la Haute-Loire. Bon. Donc c'est tout un territoire. Or là, on perdra à la fois la personnalité juridique et morale de l'université de Jean Monnet de Saint-Étienne. Ce n'est plus les Stéphanois qui décideront de façon autonome, notamment leur crédit, notamment l'affectation des enseignants, et un certain nombre d'orientations stratégiques. Ce sera décidé à Lyon. Voilà. Et deuxièmement, on perd le nom. Saint-Étienne est complètement gommé. On deviendra l'université de Lyon. Donc, ça a déjà été fait. D'ailleurs, on en a peu entendu parler, mais sur le marketing territorial, Only Lyon, entre les deux pôles métropolitains, mais Saint-Étienne a complètement disparu. CCI, c'est pareil. On n'entendait plus parler de Saint-Étienne. On a reçu M. Mouni. Donc c'est un rebours. Nous en a parlé. C'est un rebours de ce qu'on a besoin aujourd'hui. Il y a un besoin de relocalisation. On vient d'en parler avec les produits de santé stratégiques. Il y a un besoin de reterritorialisation, d'avoir les gens à portée d'engueulade, comme je dis. Donc des élus locaux proches. Arrêtons de faire des grandes agglomérations, des grands pôles métropolitains où la décision est très éloignée de nos citoyens sur le terrain. Voilà. Moi, je suis élu au conseil départemental, en plus d'être député, mais deux mandats qui se complètent complètement. Ce sont des mandats de terrain. On peut nous engueuler, on est à portée d'engueulade.
Donc c'est ça qu'on a besoin. Et je dis, la spécificité de l'université Jean Monnet à Saint-Étienne, c'est son agilité. On ne veut pas être une succursale de Lyon. On veut continuer à cultiver notre spécificité, qui fait qu'on attire aussi les meilleurs. Mais aussi pouvoir décider pour un territoire. Moi, j'ai alerté très tôt, en janvier, une première fois, à l'Assemblée nationale, dans l'hémicycle, de façon très solennelle, sur ce risque d'absorption par Lyon. Je l'ai fait 2 fois à nouveau pendant la crise sanitaire en interpellant Frédéric Vidal. On a compris qu'elle était quand même gênée aux entournures. Entre-temps, le grand promoteur de ce projet de fusion entre Lyon et Saint-Étienne, l'ancien président de Saint-Étienne, mais aussi de Lyon, Khaled Bouabdallah, a été muté. Une promotion, mais il a été muté à Montpellier, comme recteur des universités. Donc on sent quand même que le gouvernement est sur le reculoir. Et si le soutien des collectivités publiques disparaît, parce que je veux dire, à Lyon, ça va changer de gouvernance. C'est les Verts qui vont prendre la ville, métropole, on ne sait pas bien. La région, c'est fluctuant, donc ils suivront ce qu'on leur diront, ce que les maires leur diront de faire, les métropoles. Et puis on voit quand même qu'il y a un changement de pied total là, du maire de Saint-Étienne, qui n'avait pas évoqué du tout ce sujet-là, était absent complètement de ce dossier-là. Il avait même soutenu avec Wauquiez et Kimmenfeld la question de l'IDEX, c'est-à-dire ce grand projet mais qui est indissociable de la fusion pour obtenir plus de crédits, qui aujourd'hui dit le contraire. Il dit, il faut des conditions, il faut le nom de Saint-Étienne, il faut qu'on puisse continuer à décider d'un certain nombre de choses. Tout ça n'est pas possible, donc il faut stopper le projet. On a beaucoup d'alliés à Lyon, énormément d'alliés à Lyon, je les ai régulièrement au téléphone. À Paris, ça branle dans le Manche, du côté de Vidal, donc on a vraiment une fenêtre d'opportunité pour mettre en échec ce projet qui est un projet dangereux et trouver un plan B, un plan C, c'est-à-dire organiser un fédéralisme, des coopérations. On est pour les coopérations avec Pierre Courbon, bien évidemment, mais pas le fait d'être dans une fusion-absorption d'ici 2022 qui passerait en force et sous lesquelles on passerait sous les fourches collines aujourd'hui des Lyonnais. C'est pas du tout le sens de l'histoire des. J'ai vu une date butoir au 30 septembre. Oui, pour les conseils d'administration donc à l'université Jean Monnet, mais pas pour certaines universités lyonnaises. Donc ça jusqu'en fin décembre. Et puis ensuite, il y a de nouveau une procédure jusqu'en 2021 et l'IDEX, le jury, il va décider fin 2021 pour application 1er janvier 2022. Mais la procédure a été rendue assez inéluctable. Et on ne peut pas dire que Mme Cotier, la présidente de l'université Jean Monnet, écoutez, c'est pas aux collectivités de décider. Non, les collectivités, elles financent quand même beaucoup d'investissements et de développement de l'université à Saint-Étienne, beaucoup de bâtiments en particulier, mais pas simplement. Ça peut pas être simplement un conseil d'administration où les universitaires font leur petite cuisine entre eux. C'est pas possible. C'est pour ça qu'on est monté au créneau. Moi, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont contacté pour ce sujet-là, et d'après ce que j'ai compris, c'était quasiment plié. Non, c'est pas plié. Les Lyonnais allaient nous manger et que on n'avait pas notre mot à dire. Non, il y a beaucoup de contestations, y compris dans les universités lyonnaises. Ça bouge à Lyon, ça bouge encore plus à Saint-Étienne, vous l'avez remarqué. Et puis, nous avons pu entraîner comme ça. Il y a une pétition qui a été lancée la semaine dernière du collectif Jean Monnet. Plus de 1500 signatures déjà. Donc, les choses vont très vite. Et je peux vous dire que nous sommes résolus à mettre en échec ce projet néfaste. Ça sera un des